Voilà, donc je vais vous parler dans cette conférence de l'intégration des ressources de la médecine traditionnelle africaine dans les systèmes de santé. Voilà, donc les objectifs que je me suis donnés pour cette conférence, c'est apporter des informations sur les ressources de la médecine traditionnelle au niveau africain. En termes d'objectifs spécifiques, on aura des définitions, des concepts et motivations. Je passerai en revue les initiatives internationales et africaines en faveur de l'intégration de ces ressources dans le système de santé et je vous présenterai l'expérience du Mali. Voilà, donc voilà le plan de progression. Donc le savoir en introduction, les savoirs et savoir-faire africains en santé, notamment les ressources de la médecine traditionnelle. Moi, quand je parle de ressources de la médecine traditionnelle, j'entends les praticiens, les pratiques et les produits. Constituent une composante importante du patrimoine culturel africain. Et ces praticiens sont des détenteurs de savoir, c'est des trésors vivants, reconnus dans la communauté pour les soins de santé. C'est des leaders de la communauté, ils sont conservateurs du savoir et également, si nous voulons innover, il faut s'appuyer sur eux. Les pratiques positives qui existent dans les médecines traditionnelles sont généralement adaptées aux réalités locales. Là, je pense par exemple à la traumatologie traditionnelle qui utilise des méthodes très adaptées au contexte africain, contrairement au système occidental. Les produits. Les traitements traditionnels utilisent surtout les vertus thérapeutiques des plantes médicinales. Et la flore africaine constitue une source inestimable de médicaments pour lutter contre les maladies pouvant contribuer également. Il y a beaucoup de molécules qui peuvent contribuer à la révolution thérapeutique au profit de l'humanité. Ces ressources de la médecine traditionnelle constituent aujourd'hui la principale source de soins de santé pour la grande majorité de la population africaine. Pour une prise en compte de ces ressources dans les systèmes de santé, il est important de donner un certain nombre de définitions, des notions, des motivations de recours à ces ressources. Et dans ce chapitre, on va passer en revue un certain nombre d'éléments. Et là, les définitions. Voilà la définition que l'Organisation mondiale de la santé donne des médecines traditionnelles. C'est un ensemble de toutes les connaissances, de toutes les pratiques, explicables ou non, transmises de génération en génération, oralement ou par écrit, utilisées dans une communauté humaine pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer un déséquilibre de bien-être physique, mental, social, moral et spirituel, explicable ou non. Le thérapeute traditionnel ou praticien de la médecine traditionnelle ou praticien de santé est une personne reconnue par la collectivité dans laquelle elle vit comme compétente pour dispenser des soins de santé grâce à l'emploi de substances végétales, animales, minérales et d'autres méthodes basées sur le fondement socio-culturel et religieux, aussi bien sur les connaissances, les comportements et croyances liés au bien-être physique, mental, social, spirituel, ainsi qu'aux causes des maladies et invalidités prévalentes dans la collectivité. Et parmi ces praticiens de santé, on a l'accoucheuse traditionnelle, qui est une personne qui est réputée dans son entourage pour aider la parturiente et dont la compétence provient de l'héritage familial ou de l'expérience auprès d'autres accoucheuses. L'herboriste traditionnel est une personne qui détient des connaissances sur les plantes médicinales et exerce le commerce à un lieu fixe, notamment dans les marchés. La pharmacopée traditionnelle est le répertoire de l'ensemble des substances d'origine, des substances végétales, animales et minérales employées dans une communauté humaine pour diagnostiquer, prévenir, éliminer un déséquilibre du bien-être physique, mental, social, moral et spirituel. Quelle est la notion de la maladie dans le système traditionnel? Dans les sociétés traditionnelles, on dit que la notion de la maladie est étroitement liée à la santé. La santé étant un parfait épanouissement de l'esprit et du corps, d'insertion harmonieuse de l'individu dans
réseaux de participation ou correspondance qui unissent au monde physique et à l'univers des esprits. Donc la maladie, du coup, devient la rupture de cette harmonie. Et de ce point de vue, la pratique médicale se situe généralement au point d'impact des différents aspects du mystique, spirituel et médico-magique, religieux et positif, surtout matériel. Et donc, dans ce cas, le traitement va être holistique, voilà, du corps, de l'esprit, de l'insertion sociale. Et l'efficacité des remèdes dépendront de plusieurs composantes, volonté des ancêtres, des esprits, des fétiches, mais également du matériel. Donc, la guérison est un épanouissement de l'esprit et du corps et l'insertion harmonieuse de l'individu dans ses réseaux sociaux. Donc, il va au-delà de l'absence d'une maladie physique. En termes d'étiologie, l'origine d'une étiologie, la cause d'une maladie peut être d'origine naturelle ou surnaturelle. Donc, naturelle, on peut avoir les questions de refroidissement, de parasites visibles, de morsures de serpents, d'intoxication. L'origine surnaturelle qui domine le plus souvent. Les causes naturelles citées sont souvent corrélées à des causes surnaturelles. Et voilà, donc parmi les causes, on peut avoir, donc la maladie est un châtiment infligé par une puissance anthropomorphe, donc les sorciers, ou également par des génies, totems, fétiches. Et donc, cette nuisance est motivée par un ressentiment ou par une méchanceté. Donc, parmi les causes, on a les esprits des fétiches. Par exemple, vous avez des fétiches, vous devez respecter certaines choses, vous ne l'avez pas respecté, vous pouvez tomber malade. Profanation des lieux sacrés. On dit qu'il ne faut pas uriner à tel lieu, ou une femme enceinte ne passe pas à tel lieu, ou une femme ne doit pas passer à ce niveau, ou il ne faut pas traverser tel marigot. Vous le faites, vous pouvez tomber malade à cause de cela. Voilà, les causes de la maladie. Les causes de la maladie, donc les sanctions qui tombent aussi, sont parce qu'on a enfreint des lois édictées par la société. Donc, le respect des règles sociales est important. Si vous ne respectez pas, vous allez vous sentir mal. Parce qu'on a vu que la maladie, ce n'est pas seulement l'absence physique de pathologie, mais c'est ne pas être en bien avec son environnement, avec les autres de la communauté. Donc, dans certains cas, c'est les fétiches. Souvent, on a des fétiches des familles, où on a des totems. On dit, dans votre famille, vous ne devez pas manger tel produit. Vous le mangez, alors vous pouvez avoir un problème. Même si c'est une coïncidence, mais vous allez avoir un problème. Donc, il y a des exemples de fétiches également qui peuvent intervenir dans des cas spécifiques chez la femme, dans la maternité, dans la justice de la fécondité et autres. Toujours dans les causes, on a des causes environnementales, et puis des causes internes. Donc, dans l'environnement, on a par exemple ceux qui sont physiques, microbes, conditions de vie, notamment le stress, et chimiques également, biologiques. Les causes internes des insuffisances organiques, des maladies biochimiques ou géniques. Mais je pense qu'aujourd'hui, le stress est sans doute la cause la plus proche de la conception traditionnelle, et surtout que cela dérive de l'influence de l'environnement sur l'homme. Comment se fait le diagnostic en médecine traditionnelle? Il peut y avoir un diagnostic préliminaire pour déterminer le pronostic de la maladie, mais également pour faire des sacrifices. Et le plus souvent, le diagnostic est basé sur les symptômes. Quand vous venez voir un tradipraticien, il va vous consulter, il va voir si vous avez la fièvre, vous avez des changements de couleur. Généralement, c'est sur les symptômes et il va indiquer le remède en fonction des symptômes. La recherche des causes peut se faire également par la reconnaissance des symptômes des maladies, mais par un interrogatoire aussi qui va permettre, mais on peut aussi aller à la divination. C'est-à-dire, le tradithérapeute, il va faire une divination, il va jeter les courriers, il peut faire la géomancie, il peut faire autre chose pour savoir d'où vient la maladie. Quelle est l'origine de la maladie et les jours de début et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, une fois qu'on a diagnostiqué la maladie, il y a un aspect important, comment on désigne les maladies. Et souvent, il y a des difficultés au niveau des structures sanitaires,
Parce qu'il y a des nosologies traditionnelles, il y a des modes d'appeler les maladies qui ne sont pas toujours, qui ne répondent pas toujours au mode classique. Hein. On parlait tout de suite des spécificités. Donc, moi, je peux avoir une appellation d'une maladie, je viens voir le médecin, et pour communiquer avec le médecin, il faut que j'arrive. Ah, c'est parti là. C'est un moment de... C'est parti. Voilà, donc, les nosologies traditionnelles. Une nosologie traditionnelle, donc, c'est des mots utilisés dans la communauté pour désigner une maladie. Donc, j'ai mis ici un exemple, le soumaya. Le soumaya, quand on prend dans la langue bambara, parlé au Mali, mais dans la sous-région Afrique de l'Ouest, soumaya, c'est le frais. Voilà, quelque chose, voilà, ça a rapport avec la fraîcheur. Donc, ça peut désigner rhume, mais ça désigne aussi paludisme, ça désigne aussi ictère, ça désigne aussi, donc, anémie. Bon. Donc, quand on regarde avec les nosologies traditionnelles utilisées, quand on regarde les symptômes, les causes qui s'ajoutent les uns aux autres, on va se retrouver avec les pathologies en mettant les symptômes et les causes. Voilà. Mais nous avons besoin de pouvoir dialoguer avec le patient. Voilà. Donc, après la désignation, je peux continuer en attendant que... je ne sais pas pourquoi c'est rentré. Ah, ok, d'accord. Voilà, bon, donc, bon, on peut aussi commencer à parler. S'il y a des questions, en attendant que ça vienne, ça peut gagner du temps, si vous voulez. Voilà. Voilà, donc, après la désignation des maladies, il y a également, maintenant, on va venir au traitement. Voilà, donc, on a déjà dit, le traitement de la maladie, c'est basé sur la prise en charge symptomatique, mais également sur la prise en charge des causes. Mais dans le traitement, on va voir qu'il y a aussi bien le matériel, que aussi, on va avoir les incantations. On va avoir également, voilà, c'est là, c'est venu. Ok, d'accord, bien. Ok, bien, merci pour venir en arrière. Voilà, j'étais là. Ok, voilà, donc ce mot soumaya en bamana peut désigner maladie fébrile, rhume, ictère, anémie. Voilà. Donc, ça désigne beaucoup le paludisme. Bon, quand je prends le paludisme, il y a association, le paludisme, il y a souvent l'anémie. Donc, quand on essaie de faire une lecture des nosologies traditionnelles, on peut trouver les correspondances dans la médecine occidentale. Donc, la thérapeutique, j'ai dit que la thérapeutique est holistique, mais c'est surtout l'utilisation des produits, des plantes médicinales. Donc là, nous avons la pharmacopée, qui regroupe un certain nombre de plantes. Il y a des plantes qu'on connaît populairement, qui sont connues. Quand on regarde les noms des plantes dans nos traditions, il y a souvent des plantes dont le nom donne l'indication. Nous ne faisons pas attention, mais nos ancêtres ont eu un souci de transmettre la connaissance. Par exemple, chez nous, on a une plante qu'on appelle bojara, en bambara, mais ça veut dire faire sécher les selles. Donc ça veut dire l'indication antidiarrhéique là est donnée même comme nom de la plante. Donc là, il n'y a aucun secret. Mais il y a aussi des recettes traditionnelles que c'est les praticiens, les initiés, qui vont vous prescrire. Voilà. Donc il y a également des pratiques médico-religieuses. Donc il s'agit d'incantation. Bon, moi je dis toujours à mes étudiants qu'une incantation, la parole a du pouvoir. Et quand on écoute les éléments de l'incantation, c'est des invocations, c'est des implorations pour qu'on puisse, puisse obtenir la santé. Voilà. Donc, il y a la lecture des versets de Coran. Récemment, il y a des tradithérapeutes auxquels nous donnons la carte professionnelle. Ils ont mis versets de Coran. Parce qu'il y a une collaboration avec le médecin occidental avant qu'on délivre la carte. Et quand il est venu, c'est écrit verset du Coran, j'ai dit, bon, moi, je n'ai pas la capacité de savoir évaluer verset du Coran. Si vous dites plante, oui, je peux. Hein. Mais j'ai appelé le médecin. J'ai demandé au médecin, bon, c'est vous qui avez fait le rapport. Et le médecin, il m'a dit, moi, j'ai participé j'avais un parent, moi, qui n'a pas eu de solution. Je l'ai amené chez ce praticien qui fait les lectures de Coran. Il utilise aussi des produits. Et lui, il a assisté à des séances. Et donc, c'est sur la base de cette déclaration du médecin, j'ai donné la carte à ce thérapeute. Parce que ce qui est important, c'est la solution apportée au patient. Voilà.
Donc, en plus de cela, on peut aussi, le patient peut guérir en faisant des offrandes, les sacrifices. Quand on regarde de près, un certain nombre de sacrifices qui sont effectués, souvent on fait les sacrifices d'animaux, et il y a tout un travail que le tradipraticien va faire pour transférer la maladie à l'animal, et maintenant c'est l'animal qui va mourir, va être sacrifié à la place du patient. Voilà, donc c'est des considérations souvent qui ont beaucoup de sens. Donc en termes d'acquisition et de transmission de ce savoir ancestral, aujourd'hui c'est fait d'une manière différente par rapport à la médecine classique. Il n'y a pas l'école, mais le savoir est avant tout un don de Dieu. Un membre de la famille peut être choisi pour la perpétuation. On a mis l'héritage familial pour la perpétuation. Et puis, on va choisir à qui transmettre. Moi, j'ai un grand-père tradipraticien de santé qui était très fameux dans notre contrée, mais il n'a pas transmis. Moi, je n'ai pas reçu les connaissances de lui. Généralement, la transmission également, c'est pour conserver le savoir au niveau de la famille. On ne donne pas à la femme. On donne à la femme ce dont elle peut avoir besoin pour elle-même et ses enfants. Mais généralement, quand c'est familial, ça reste avec les garçons. Voilà. Donc, à celui-ci également, donc, il y a des devoirs particuliers. Donc, quand vous êtes choisi, il y a un devoir particulier. Vous êtes sous le contrôle social. Donc, disponibilité, discrétion et accessibilité. Et cela est très important aujourd'hui, le contrôle social, parce que de plus en plus, à travers le monde, la médecine traditionnelle est victime de l'urbanisation et de la monétisation, de la globalisation. Parce qu'on sort du contexte social et on va chercher de l'argent avec la médecine traditionnelle. C'est le gros problème que nous avons aujourd'hui. Donc la personne doit être digne de confiance et également doit supporter des charges. Il doit avoir la capacité intellectuelle et posséder dans certains cas des fétiches ou être gardien de certaines considérations. Parmi les gens, les praticiens, il y a des généralistes et des spécialistes. Donc on a des spécialistes en maladie mentale, spécialistes en traumatologie, des accoucheuses, on a aussi les pédiatres. Voilà. Donc les différentes formulations de médicaments, voies d'administration et les doses, donc les formes, il y a différentes formes qui sont utilisées. La voie orale est la voie la plus fréquente. Les posologies existent en médecine traditionnelle. Ça, c'est aussi une critique qu'on a tendance à faire à la médecine traditionnelle. Il y a les gorgées, les pincées, les doigtés, les coudées. Pour récolter les matières premières, il s'agit de les transformer en valeurs classiques aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, j'aime dire qu'en médecine traditionnelle, il y a la dose, mais en médecine conventionnelle, il n'y a pas de dose. Parce qu'il y a la standardisation qui a permis de faire des comprimés et tout le monde presque prend les comprimés sur ou sous-dosés. Alors que quand je prends une pincée de 3 doigts de poudre, c'est mon poids. On a fait des expériences pour le montrer. Donc, il existe, donc, ici, j'ai voulu mettre un certain nombre de points qui sont les points d'incompréhension entre la médecine traditionnelle et la médecine classique. Il existe la tendance d'accuser la médecine traditionnelle comme n'ayant pas de notion de principe actif, de toxicité, de posologie, qui sont les posologies qui sont ces notions inconnues ou mal connues. Et il y a lieu de passer en revue. Moi, j'aimerais passer en revue l'histoire de la médecine classique pour balayer ces accusations. Je suis professeur de pharmacognosie, connaissance du médicament, utilisation des substances naturelles pour faire le médicament. Et dans ma formation, j'ai appris de la théorie des signatures, que dans l'observation de la nature, on trouve des substances qui se ressemblent aux organes et on peut cueillir ces substances pour pouvoir soigner cet organe. Et la recherche confirme. La médecine traditionnelle, pour moi, est la mère de la médecine occidentale. Et je prends, par exemple, l'exemple de la poudre de quinquina, de l'écorce de quinquina, qui, dans les années 1600, la poudre de quinquina a été découverte par des Espagnols au Pérou, et cette poudre a conquis le monde, a fait le tour du monde, poudre a été introduite en Europe. De 1600, c'est en 1740 quelques que Linné a donné même un nom scientifique à la plante, mais la poudre a conquis, la poudre des jésuites est rentrée en Europe, et ce n'est qu'en 1820 qu'on a isolé le principe actif de la quinine. De 1600 à 1820,
tout le monde a utilisé la quinine pour soigner les fièvres palus. Donc, voilà, donc personne ne connaissait les principes actifs. Mais voilà, c'est la poule. La question de la toxicité également. Souvent on dit, oui, c'est toxique. La toxicité n'est pas un handicap pour utiliser un produit. La différence entre le médicament et le poison, c'est la dose. Donc, les hétérosides cardiotoniques aujourd'hui, qui sont à la base de la digoxine, ont été découvertes parce que les chasseurs utilisaient comme des poisons de flèches et ça attrapait le gibier, ça accélérait le cœur et provoquait l'arrêt cardiaque. Et la recherche a permis de trouver les doses justes qui permettent d'accélérer sans arrêter le cœur. C'est le principe utilisé aujourd'hui pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Mais si vous dépassez la dose, c'est l'arrêt cardiaque. Voilà. Donc, il faut connaître la toxicité et maîtriser. Voilà, les pharmaciens sont là pour faire ce travail-là. Donc, il y a beaucoup de pratiques ancestrales qui ont permis aujourd'hui de découvrir des molécules. La détubocuraline qu'on utilise pour le relâchement des muscles avant la chirurgie, c'est toujours poison de flèche parce que ça paralysait les gibiers. C'est sous la base de ça que la recherche a fait aujourd'hui. On l'utilise dans le... Donc, je pense qu'il y a des accusations qui peuvent être balayées avec ces exemples. Donc, la notion de supériorité des savoirs scientifiques doit être balayée. Il s'agit tout simplement d'une différence de système, de pensée, de référentiel, de culture, sur quoi on ne peut mettre des jugements de valeur et de quoi il faut tenir compte pour proposer des soins adaptés. Donc, cette question de spécificité, acceptons de voir que la médecine traditionnelle sont organisées différemment. Et j'aime dire qu'on ne peut pas mesurer la médecine traditionnelle dans les paramètres scientifiques cartésiennes aujourd'hui. Ce serait trop restreint. Donc, considérons la médecine traditionnelle comme un grand champ à explorer. Il y a des aspects que nous comprenons, il y a des aspects que nous ne comprenons pas encore, et à nous de travailler pour cela. C'est pour cela qu'il y a lieu d'insérer les médecines traditionnelles dans les systèmes de santé. Donc, tout à fait, c'est une question d'actualité aujourd'hui, et nous disions tantôt, la pandémie de la Covid est venue nous secouer. Voilà, donc la médecine classique ou médecine moderne est née du développement scientifique des médecines traditionnelles occidentales et d'ailleurs. En Allemagne, j'ai eu à visiter des musées. Ça commence par la plante, le processus jusqu'à Bayer au fond. Voilà. Donc c'est là. Donc, c'est pour cela qu'il existe beaucoup de motivations aujourd'hui pour la prise en compte de la médecine traditionnelle, et dans les systèmes de santé. Quelles sont ces motivations? C'est l'accessibilité de cette médecine. Les praticiens vivent les mêmes réalités que les patients. Et donc, cette médecine est considérée comme compréhensible, rassurante. Elle donne un sentiment d'appartenance. Et les produits également, sur le terrain, il y a une utilisation des produits à base de plantes pour la prise en charge des maladies les plus fréquentes. Il y a une insuffisance de structures modernes dans nos pays. Et donc, là, je donne des chiffres de femmes et accès à un hôpital. 3% seulement de femmes ont accès à un hôpital dans un rayon de 5 km. 4% à moins de 5 km d'un centre de santé de province et 32%, le niveau le plus périphérique, c'est 32% de femmes. Au-delà de 5 km, c'est difficile qu'on se déplace pour aller à un centre de santé. Et quand la difficulté d'accès aux structures modernes, il y a l'éloignement, mais il y a la qualité de l'accueil et la qualité des soins offerts et le coût. Les produits de qualité aussi ne sont pas toujours à un prix accessible. Et cette médecine occidentale moderne est considérée souvent comme étrangère. Les autres motivations, c'est qu'il existe un rôle de la médecine traditionnelle en santé publique. Une collaboration efficace entre les deux systèmes de santé peut aider à briser les barrières d'ordre socio-culturel liées aux habitudes, aptitudes et croyances. Et pour nous, nous proposons une approche pragmatique, un mécanisme de référence réciproque des cas critiques des deux systèmes de soins, sur les différents problèmes prioritaires de santé, avec une reconnaissance réciproque des rôles, des capacités et aussi des limites des deux systèmes. Parce que la médecine occidentale, elle est efficace, elle a avancé, mais il y a encore des limites. Et la médecine traditionnelle également, si à elle seule suffisait,
on n'avait pas de problème. Et donc, moi, je pense qu'il est temps qu'on pense à une autre médecine qui va exploiter les ressources des deux médecines. Donc, les motivations également, c'est apporter des solutions alternatives. Nous avons fait des solutions alternatives et complémentaires. Nous n'avons pas le monopole. Les médecins ne sont pas les seuls à s'occuper des malades. Le malade cherche des solutions. Et nous sommes en train de constater, lors des études maintenant que nous faisons chez les patients, les patients même hospitalisés, dans tous les domaines, ils ont avec eux les médicaments traditionnels, sous les lits. Et tous les médecins le savent. Voilà, donc cela peut occasionner d'autres problèmes, mais il faut qu'on s'y intéresse. Donc il est important d'apporter des solutions aux patients dans le cadre d'une collaboration entre les deux systèmes. Toujours en termes de motivation, aujourd'hui il y a un regain d'intérêt parce qu'il y a une insuffisance notoire de couverture sanitaire en Afrique, malgré les efforts déployés par nos gouvernements pour assurer un état de santé décent aux populations. C'est pour ces raisons qu'il existe aujourd'hui la nécessité d'utiliser toutes les ressources efficaces, disponibles, accessibles, acceptables et financièrement abordables. Pour cela, il existe de nombreuses initiatives en faveur de l'institutionnalisation des ressources de la médecine traditionnelle et son intégration dans les systèmes de santé. Quelles sont les actions qui sont en faveur aujourd'hui de cette intégration? Il existe plusieurs actions. C'est les actions de l'OMS, c'est les actions de l'Union africaine, c'est les actions de l'Organisation ouest-africaine de santé, du Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur, de l'Organisation africaine de propriété intellectuelle. Donc ici, on passe en revue un certain nombre de ces initiatives et bien sûr, tout le monde connaît la déclaration de Alma-Ata qui a souhaité la prise en compte des médecines traditionnelles dans les soins de santé primaire pour la santé pour tous. En 2000, en Afrique, il y a eu une résolution qui parle de la promotion de la médecine traditionnelle. En 2002-2005, il y a l'adoption d'une stratégie globale de médecine traditionnelle. 30 ans après Alma-Ata, il y a eu la relance des soins de santé primaire. Il y a eu une première réunion mondiale en 2008 sur les médecines traditionnelles. En 2012, au niveau africain, nous avons eu des ateliers pour l'élaboration des directives. Pour ce qui est de, comme on parle de l'Afrique, la stratégie de la médecine traditionnelle dans les régions africaines de l'OMS, OMS Afro, cette stratégie dit ceci, qu'encourage l'intégration dans les systèmes de santé des pratiques médicales et des remèdes traditionnels qui ont fait la preuve de leur innocuité, de leur efficacité et de leur qualité. Et l'OMS ajoute que l'intégration, on entend par intégration l'accroissement de la couverture des soins de santé par la mise en place d'un partenariat entre les deux systèmes. Et ces stratégies, voilà les domaines, ces stratégies recommandent la formulation de politiques nationales, le renforcement des capacités pour mener la recherche et développer des médicaments et les produits localement. Et bien sûr, cette stratégie parle de propriété intellectuelle liée au savoir traditionnel. Il y a à son début, voilà, des domaines de recherche sur le paludisme, le VIH, la drépanocytose, le diabète et l'hypertension, avec le nombre de pays qui faisaient ces recherches. Donc, avec la relance de Alma-Ata en 2008, voilà une déclaration du directeur général de l'OMS Afrique. Il dit que la santé n'est pas un cadeau ou une denrée à répartir en fonction du pouvoir d'achat. La santé des populations ne peut pas être tributaire de la richesse des pays. L'accès à des soins de qualité à un coût abordable est un droit humain, une simple question d'équité. Et à 30 ans de Alma-Ata et 60 ans de l'OMS, et toujours Louis Sambo qui parle, ce directeur régional, le recours aux praticiens de santé et aux accoucheurs traditionnels qui, dans la plupart des pays africains, assistent les femmes pendant l'accouchement est une forme spécifique de la participation communautaire. Et donc, il disait qu'il y a une nécessité de renforcer la valorisation des ressources pour l'amélioration de la santé. Bon, en 2008, la réunion, le premier congrès mondial international a dit que la médecine traditionnelle devrait être respectée, préservée, promise et diffusée largement selon les situations de chaque pays. Et il revient à la responsabilité de chaque pays
chaque gouvernement de garantir l'usage approprié, sûr, efficace et de qualité aux moyens de politique, de réglementation et de normes adéquates. Présentement, nous avons la stratégie globale de l'OMS pour la médecine traditionnelle qui demande de consolider les bases de connaissances et formuler les politiques, de renforcer la sécurité, la qualité et l'efficacité via la réglementation et de promouvoir la couverture sanitaire universelle avec la prise en compte des deux médecines. L'OMS Afrique, quand il y a eu la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014, il y a eu une mobilisation. L'OMS a mobilisé les chercheurs et les praticiens. Donc au niveau communautaire, les praticiens de la médecine traditionnelle ont contribué à la bonne communication auprès de la communauté, des communautés. Une prise en compte de ces praticiens dans la stratégie de communication, de mobilisation sociale, mais surtout dans la surveillance épidémiologique. En Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas fermé les frontières quand il y a eu la maladie à virus Ebola. Mais on a monté des sentinelles au niveau des villages avec les praticiens de santé. Parce que quand quelqu'un a un problème de santé, il arrive à voir d'abord les praticiens de santé. Donc en 2014, les premiers décès, c'était les praticiens de santé. À cause de la maladie à virus Ebola, parce que les gens ne savaient pas, ils s'occupaient des malades. Donc on a mis en place un système d'information et puis d'orientation vers les structures modernes avec la maladie à virus Ebola. Et avec la Covid, on avait proposé la même chose. Mais bon, la Covid est venue par air. Elle n'est pas venue par... c'était pas les frontières terrestres. Voilà. Donc, en 2019, il y a eu, au 72e Assemblée mondiale, il y a eu tout un chapitre qui a un point clé sur la médecine traditionnelle. Et là, c'est le rapport qui était fondé sur une enquête mondiale de l'OMS sur la médecine traditionnelle menée en 2010-2012 et qui a été actualisé 2016-2018. Et en 2019, ça a été publié. Les données sont disponibles sur ces sites. Pour ce qui est de l'Union et de l'OMS et de l'Union africaine, à partir de 2020, je disais tantôt, il a été mis en place un système de prise en compte des ressources de la médecine traditionnelle dans la lutte contre la Covid. Il y a eu l'élaboration de documents et l'assistance au pays pour des essais effectués sur les médicaments à base de plantes. Présentement, il y a des missions en cours à travers l'Afrique. On m'avait sollicité pour la mission à Guinée-Conakry, mais j'avais déjà donné mon accord pour venir ici. Donc, les équipes sont en train de sillonner. Donc, on a eu pour cela une bonne mobilisation des praticiens des praticiens de santé. Pour une mobilisation dans les différents pays. Parce que face à la Covid, on a convoqué les praticiens. On a dit, est-ce que vous avez des solutions? Ça s'est passé dans la plupart des pays. Il y a eu des concertations avec ces thérapeutes pour recueillir des remèdes, notamment des remèdes à base de plantes. Et c'est certains de ces remèdes-là qui sont en train de faire l'objet de recherches dans certains pays. Voilà. Donc, il y a eu également la mobilisation des instituts de recherche, des centres et instituts de recherche. Et je vous dis, à la date d'aujourd'hui, toute la recherche menée dans les instituts de recherche au niveau africain et les universités, c'est financé par les États africains. Donc, participation aussi à différentes activités comme des colloques, le comité des experts. Voilà. Donc, l'Union africaine également a pris des actions, a eu des actions, et c'est des actions qui ont, c'est l'engagement des États sur la recherche sur les maladies prioritaires, le paludisme, le VIH, la tuberculose et les autres maladies prioritaires. Il y a une déclaration de la décennie 2001-2010 et l'institution de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. La première édition a eu lieu en 2003 et le slogan c'était la médecine traditionnelle, notre culture, notre futur. Et c'est ce slogan que j'ai modifié en ajoutant médecine traditionnelle, notre culture, notre santé et notre futur. Voilà. Donc, en 2011, il y a eu la nouvelle décennie de la médecine traditionnelle. Et cette nouvelle décennie disait qu'il faut capitaliser les acquis de la première décennie. Et c'était à Malabo, donc nouvelle décennie 2011-2020. Et voilà, dans les points, les domaines prioritaires, il y a l'intégration de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé. Et on a ajouté
d'autres nouveaux. Les points nouveaux, c'était l'intégration de la médecine traditionnelle qui n'était pas là avant. Donc, en 2017, il y a eu la revue à mi-parcours de cette journée, de cette décennie. Et chaque année, on a la journée africaine de la médecine traditionnelle avec des thèmes. Et j'ai mis quelques thèmes ici qui ont été traités. Notamment, thème de 11e édition, c'était la recherche-développement en médecine traditionnelle. 12e édition, c'était la collaboration entre les praticiens de médecine traditionnelle et les praticiens de la médecine conventionnelle. La 15e édition, l'intégration de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé, le progrès réalisé à ce jour. La fabrication, 16e, la fabrication des produits médicaux issus des pharmacopées dans la région. Et un point important aujourd'hui, l'intégration de la médecine traditionnelle dans le programme des étudiants en sciences de la santé dans les universités de la région africaine. Et nous, au Mali, depuis 2018, on a pu réaliser cela. Maintenant, on a un cours spécifique aux médecins en 3e année, médecine, et cours spécifique sur la médecine traditionnelle, 3e année pharmacie également. Voilà. Donc, ensuite, bon, les 2 décennies ont été évaluées, quel est le progrès, et puis quelle est la dernière édition, parce que c'est chaque 31 août, c'est la contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts de riposte à la COVID-19. Donc chaque année, l'Union africaine avec l'OMS, il y a ce thème-là. Voilà, donc la 13e édition, les 11e journées, voilà, urgente nécessité de la recherche et développement. Donc c'est toujours les déclarations. Moi, quand je participe aux rencontres de l'OMS, des différentes rencontres au niveau international, africain et international, il y a aujourd'hui toutes les recommandations, toutes les belles phrases. Et maintenant, il faut appliquer. Et j'espère que la prise de conscience va nous amener à l'appliquer. Voilà. Donc ici, toujours Louis Sambo qui dit qu'il faut partager les informations, les expériences de recherche et développement en médecine traditionnelle, planifier des projets de collaboration et mobiliser des ressources nécessaires à la génération de connaissances et de nouveaux produits. Il faut mettre les moyens. On ne peut pas se limiter à en parler seulement. Donc, 11e journée, il y avait une évaluation quand même à travers l'Afrique pour voir que, pour montrer qu'il y avait une évolution. Par exemple, le dernier point, 8 pays avaient inscrit des produits de la médecine traditionnelle sur la liste des médicaments, les listes nationales de médicaments essentiels par rapport à un seul pays en 2001. En 2000, bon, c'est le Mali qui est à l'avant-garde qui avait les médicaments. Donc, il y a du progrès et donc on a tenu à le montrer. Pour venir à la question de l'Organisation ouest-africaine de santé, dans les pays de la CEDEAO, on a 15 pays de la CEDEAO, il y a l'Organisation ouest-africaine de santé qui a créé un programme médecine traditionnelle en 2007, et c'est là pour la documentation du savoir traditionnel, pour donner des informations scientifiques, notamment sur les plantes, et une manière aussi de transmission et de préservation de ces connaissances ancestrales pour les générations futures et pour garantir leur utilisation rationnelle. Et donc ce programme a travaillé pour l'élaboration des pharmacopées. On a fait une première pharmacopée sur les plantes communes aux 15 pays de la CEDEAO utilisées dans la prise en charge du paludisme, VIH, sida, tuberculose, diabète, hypertension artérielle et la drépanocytose. Donc, dans cette pharmacopée publiée en 2013, il y a 54 monographies qui comprennent les différentes informations, dont les données de qualité, de sécurité et d'efficacité. Et ce matériel peut servir au personnel médical, au secteur pharmaceutique, aux enseignants-chercheurs et aux autorités de réglementation. Et voilà la couverture de cette première édition. Et donc, en 2020, il y a une deuxième pharmacopée qui a vu le jour avec 30 monographies de plantes. Cette fois-ci, les plantes qui ont été sélectionnées sur les maladies émergentes et réémergentes, parce qu'après l'avènement de la maladie à virus Ebola, donc les chefs d'État de la CEDEAO ont demandé à ce qu'on fasse aussi un document par rapport à cela. Donc les PAO, comme autres pharmacopées européennes, américaines, françaises, internationales, pharmacopées de l'OMS, africaines, de l'UIA, constituent des bases de la phytothérapie. Une fois qu'on a des données de qualité, de sécurité et d'efficacité, nous pouvons constituer des dossiers d'autorisation, des demandes d'autorisation de mise sur le marché pour les catégories de médicaments. Et il y a 4 catégories de médicaments issus des plantes. C'est le premier qui est préparé
par le praticien extemporanément. Le deuxième, c'est tout ce qui est sous forme de tisane. Et le troisième, c'est les extraits standardisés par tisane. Et puis, à partir des principes actifs purifiés, à partir des plantes, et ça, c'est quatrième. Voilà, donc l'intérêt de la réglementation, il est important aujourd'hui d'avoir une réglementation de ces produits issus de la pharmacopée pour garantir les propriétés acceptables et reproductibles, qualité pharmaceutique, efficacité, tolérance, usage rationnel, acceptabilité et sécurité du consommateur. Et là, j'ai voulu mettre cette diapositive, une phytothérapie, dans un cadre réglementaire médicaments à base de plantes, qui cite la pharmacopée européenne, parce qu'aujourd'hui, en Europe, on a une liste de plantes non toxiques reconnues, avec indication thérapeutique. Il y a 198 plantes en France. Les monographies, on demande de faire la monographie de contrôle, pour le contrôle des médicaments non brevétables. Donc, nouvelle réglementation européenne prévoit. Donc, ces médicaments sont d'usage médical bien établi, avec des autorisations de mise sur le marché aménagées. Donc, on encourage l'industrie pharmaceutique à faire des autorisations de mise sur le marché avec les preuves de sécurité et d'efficacité du médicament traditionnel. Ce que les Africains souvent ont tendance à dire, oui, c'est traditionnel, c'est un problème. L'Europe exploite. Il dit, vous pouvez ici faire des innovations, faire des produits avec des indications, avec ces plantes, ces listes de plantes, en montrant que c'est des plantes utilisées depuis 30 ans dans l'histoire et qu'au moins 15 ans, vous pouvez démontrer que ce produit est en Europe depuis 15 ans. Donc, et l'indication, c'est traditionnellement utilisé dans la prise en charge du diabète, de l'hypertension. Vous ne pouvez pas dire que c'est un antidiabétique ou c'est un antihypertenseur. Donc, la tradition des pays est exploitée par l'industrie pharmaceutique pour faire de l'argent. Voilà, donc il y a d'autres actions en faveur, je parlais du CAMES, donc la création en 1974 de ce programme pharmacopée médecine traditionnelle qui a été animé par un réseau d'enseignants-chercheurs, des universités, des institutions de recherche des 19 pays de l'espace CAMES. Et il y a une organisation de colloques où il y a beaucoup de publications. Et depuis 2013, c'est les journées scientifiques du CAMES et on a un programme thématique, ce programme thématique de recherche sur la pharmacopée, la médecine traditionnelle africaine. Et je disais tantôt qui est le premier des 12 programmes thématiques que le CAMES a. Et j'ai l'honneur de coordonner ce PTM, ce programme thématique. L'OAPI également a élaboré des documents. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a élaboré un document en 2002, l'initiative sur la protection et la valorisation des inventions africaines en matière de médicaments. Et dans ce document, on parle du médicament traditionnel, surtout la question de l'AMM et la nécessité pour faire face aux enjeux. Et là, que le document de l'OAPI fait ressortir que la valorisation des ressources de la médecine traditionnelle va permettre de faire face aux enjeux de santé publique, enjeux scientifiques, enjeux économiques, l'industrialisation, la création de l'emploi, je dirais la préservation de la biodiversité, parce qu'on va aller à la culture des plantes médicinales pour faire la production des médicaments à grande échelle. Donc, je ne pouvais pas parler de l'intégration de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé, vous parlez un peu de qu'est-ce que le Mali a fait. Le Mali a été considéré à l'avant-garde de la valorisation des ressources de la médecine traditionnelle. Et le département médecine traditionnelle est une structure technique que je dirige aujourd'hui, qui se trouve au niveau du ministère de la Santé et le ministère de la Recherche. Et c'est nous qui gérons la politique de valorisation des ressources de la médecine traditionnelle. Ça, c'est la structure. Là. Donc, en termes d'historique, c'est à partir de 1957 que le docteur Somine Dolo, qui est devenu après le ministre de la Santé du Mali indépendant, qui a dit on ne peut pas faire une médecine sans tenir compte de la médecine traditionnelle. Et en 1968 déjà, 10 ans avant Alma Ata, le Mali a créé un institut de recherche qui a été dirigé par notre père académique, le professeur Mamadou Koumaré, qui a siégé au niveau de l'OMS pour s'occuper de médecine traditionnelle. Et ce centre a évolué pour être centre collaborateur de l'OMS pour la médecine traditionnelle. Et après, il y a eu des évolutions. Présentement, nous sommes un centre d'excellence de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de santé en Afrique de l'Ouest.
Donc, il existe un cadre, les cadres législatifs et réglementaires qui gèrent la médecine traditionnelle, même pour les médicaments à base de plantes. Voilà, donc il y a un organigramme, on est organisé de telle manière que nous pouvons partir de la collecte des informations jusqu'à l'identification des plantes et puis tout le processus de recherche de la plante aux médicaments. Et également, on a un service sciences médicales où les patients consultent, on les prescrit nos médicaments. On a des structures périphériques. Notre structure périphérique, le plus connu, c'est au niveau de la région de Bandangara. C'est à Bandangara. C'est à Bandangara et c'est fruit de la coopération Mali-Italie et qui est spécialisé dans la prise en charge des maladies mentales. Donc, c'est dans le pays d'Ogon. Il est prévu la création des centres selon les régions culturelles parce qu'on a des spécificités des médecines selon les régions. Voilà, donc j'entendais qu'on parlait de spécificités et on est en plein là-dedans pour la valorisation des médecines traditionnelles. Donc, ce département médecine traditionnelle a mené des recherches et a mis au point des médicaments qui sont inscrits aujourd'hui, qui ont des autorisations de mise sur le marché, qui sont inscrits sur la liste des médicaments essentiels. Et on a beaucoup de résultats aussi qui ont permis de mettre au point d'autres médicaments. Voilà le processus de recherche, c'est un processus long qui va des enquêtes ethnobotaniques, des enquêtes épidémiologiques auprès des patients, des études botaniques, phytochimie, toxicologique et pharmaco, la formulation galénique, les essais cliniques, ethnomédicaux et études comparées. Après, on constitue des dossiers techniques, on fait la production des médicaments et on développe ces médicaments. Voilà, un médicament traditionnel amélioré, c'est un médicament issu de la pharmacopée dont on connaît les différents éléments répondant aux critères clés de tout médicament, sécurité, efficacité et qualité. Et voilà ici la liste des médicaments qui sont sur la liste des médicaments essentiels aujourd'hui avec autorisation. Donc on a un sirop antitoussif, j'ai dit en passant, que nous avons proposé sur la toux sèche, que nous avons proposé pour la lutte de la Covid, et pour la lutte de la toux sèche associée à la Covid, grâce à l'ordre des pharmaciens du Mali. Et c'est ce sirop Balembo qui a remporté en décembre 2021 le prix Galien Afrique pour le meilleur produit issu de la pharmacopée. Voilà, donc le prix a été décerné au Sénégal par le président Macky Sall. Donc on a le dysentérial, c'est la plante dont je parlais tantôt, le nom évocateur c'est un antidiarrhéique, c'est faire sécher les selles dans la langue bambara. Voilà, le gastrocédal est un anti-ulcère gastrique. Hépatizane, un cholérétique, cholagogue, aide le foie à faire son travail. On a un laxatif, le laxacacia, le malarial contre le paludisme. On a une pommade la pterospermine. Voilà les images de ces MTA. Et la production est assurée par le département médecine traditionnelle. On le fait en partenariat avec les structures techniques publiques. Le prix de ces médicaments sont nettement concurrentiels par rapport aux spécialités, parce que nous sommes une structure de la santé, nous devons contribuer à l'accessibilité économique et géographique des médicaments, les médicaments essentiels, et donc les prix. Donc la forme tisane, c'est un choix pour ne pas augmenter le prix, pour ne pas dépendre des intrants qui viennent de l'extérieur. Sinon on peut faire tout avec... voilà. Donc ils sont vendus à travers les pharmacies, les dépôts des centres de santé. On a d'autres produits. Ici, on a des produits, de nouveaux produits que nous avons mis au point, un sirop contre le paludisme, des gélules que vous voyez ici pour le VIH. Et puis, on a une tisane pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, une pommade contre la douleur. Donc, aujourd'hui, on a une dizaine d'autres de nouveaux produits qui peuvent aller pour faire l'autorisation de mise sur le marché. Mais au niveau de notre centre, dans les consultations, on a plus de 20 produits qui sont utilisés au sein de notre centre. Et 90% des patients qui fréquentent notre centre, les services médicaux, c'est pour des affections hépatiques. Voilà. Donc, les MTA et la phytothérapie, donc une fois qu'on a ces produits, il y a toute la recherche derrière. Donc, moi, je dis, on parle de phytothérapie. Ce n'est plus la médecine traditionnelle. On passe à science, c'est l'utilisation des plantes pour soigner. Donc, les MTA vont contribuer au renforcement des soins, entre autres, pour combler des vides thérapeutiques entre le diagnostic et le traitement, pour un traitement intégré. C'est ce que nous avons proposé pour la Covid.
On dit, il y a les traitements classiques, mais il faut associer la tisane. Quand nous faisons une enquête, moi j'ai un protocole que j'ai rédigé, si nous menons une enquête aujourd'hui, tous les Africains qui ont eu la Covid, et beaucoup d'Européens, en plus du traitement classique, ont tous utilisé les tisanes. Mais personne ne peut dire quel a été l'impact de la tisane aujourd'hui. Donc moi je pense que cela mérite d'être documenté. Donc c'est là que je proposais la prise en charge intégrée des maladies. Et je le propose aussi pour le cancer, mais pour d'autres maladies. Donc pour le traitement et la prévention des effets secondaires, souvent il y a des effets secondaires qui peuvent être traités par les tisanes. Et aussi pour protéger, détoxifier le foie, parce que nous savons que si on détoxifie le foie, on peut faire beaucoup de bien pour la prise en charge. Voilà, ce qui m'amène à conclure et donner des perspectives. Donc, il existe de nombreuses initiatives, des organisations en faveur de l'intégration des ressources de la médecine traditionnelle dans le système de santé. Il y a lieu de renforcer la collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et les praticiens de la médecine conventionnelle, et également de renforcer les cadres réglementaires et législatifs. La prise en compte des ressources de la médecine traditionnelle permet de renforcer les systèmes locaux de santé, d'accroître l'accès aux soins et assurer une meilleure communication et une collaboration avec le système conventionnel. Il existe des données de qualité, de sécurité, d'efficacité aussi pour constituer des dossiers d'autorisation de mise sur le marché. Les plantes médicinales utilisées en médecine traditionnelle, je répète, constituent un réservoir de principes actifs qui figurent sur les pharmacopées internationales. Si on se met à citer aujourd'hui les principes actifs issus des pharmacopées traditionnelles, on n'en finira pas. Et je mets ce logo, ça c'est le logo de la médecine traditionnelle africaine. Et au milieu, il y a la pervenche de Madagascar, le Catharanthus roseus, une apocinacée, une plante qui était utilisée dans la prise en charge du diabète et que les chercheurs, lors des investigations pour leurs propriétés antidiabétiques, ont constaté la mort excessive de rats. Quand ils ont investigué, ils ont trouvé que la plante provoquait une force de leucopénie, une diminution excessive des globules blancs. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à tester les extraits sur les cellules cancéreuses du foie. Et aujourd'hui, on a la vincrisine et la vinblastine et tous les produits, bon, c'est en France, il y a eu toute la recherche et sur la pervenche de Madagascar pour mettre au point les médicaments qui, aujourd'hui encore, sont utilisés dans la chimiothérapie. Voilà. Donc, c'est le symbole que l'Afrique a choisi dans le logo de la médecine traditionnelle africaine. Donc, avec la prise en compte des aspects positifs des deux médecines, un autre système de santé plus efficace est possible. Et ici, c'est mes remerciements à l'AUF, l'IRD, à l'université qui abrite ces rencontres et vos partenaires. Merci de l'opportunité d'échange sur la valorisation des ressources de la médecine traditionnelle pour faire face, entre autres, à tous les enjeux que je disais tantôt de santé publique, scientifique et économique. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, professeur Sonogo, pour cette présentation d'ensemble qui évidemment apporte un éclairage très différent. Je suis frappé dans votre présentation finalement par presque l'avance que l'Afrique a par rapport à l'Europe dans ces institutions déjà extrêmement anciennes pour intégrer, prendre en compte toutes ces dimensions, alors que du côté européen, on est vraiment en retard pour le coup. Je ne vois pas d'institution de médecine traditionnelle en France. Je rêve d'un institut de recherche sur les médecines traditionnelles en France ou en Europe, enfin, etc. Donc il y a à la fois une espèce d'innovation, il faut le dire, d'avance, et puis en même temps d'immense générosité. C'est-à-dire que on voit bien qu'on a le sentiment que les médecins traditionnels et les tradipraticiens sont extrêmement ouverts déjà pour partager leur savoir, leurs connaissances, essayer d'engager un dialogue avec la médecine occidentale moderne, entre guillemets, et que par contre, en face, non, il y a toujours des réticences et une posture, un regard un peu condescendant. J'ai beaucoup aimé votre logo, notre culture,
notre santé, notre culture, notre santé et notre avenir. Mais moi, je propose d'élargir, c'est-à-dire notre culture et votre santé et votre avenir. Parce que c'est bien l'avenir de l'humanité aussi qui est concerné dans ces questions.